Première partie, donc, ce dimanche en politique. On va revenir sur la renomination de Sébastien Lecornu, acte 2, Edwige Diaz. Ma première question est pour vous. Renommé à Matignon vendredi soir, 4 jours à peine après avoir démissionné. Êtes-vous surprise ? Moi, je fais partie de ces 86% de Français qui jugent le spectacle politique absolument navrant. Si Emmanuel Macron en est réduit à renommer Monsieur Lecornu, ça veut dire plusieurs choses, notamment qu'il n'a vraiment plus personne pour le soutenir. C'est-à-dire Emmanuel Macron est non seulement lâché par les Français, mais il est aussi lâché par les siens. On a vu cette semaine un certain nombre de ses alliés historiques, je pense par exemple à l'UDI, dire qu'ils reprenaient leur liberté. On entend le groupe Horizon, c'est-à-dire Édouard Philippe, dire qu'il va soutenir texte par texte, mais qu'il n'y a pas de participation sans doute au gouvernement. La même chose du côté des Républicains. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une explosion de ce qu'on appelait le bloc central. Eh bien, ça veut dire, oui, que c'est l'exaspération des Français qui se manifeste par ce lâchage. Et c'est la raison pour laquelle nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous disons que la solution, c'est l'élection, parce qu'on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas sortir ce pays de la paralysie avec les mêmes, en fait. On va en parler dans quelques minutes de ça. Edwige Diaz, Marie Récal, la réaction à la renomination de Sébastien Lecornu. Toujours pas de Premier ministre de gauche. Bon, a priori, il n'y en aura plus dans cette mandature. Écoutez, a priori, on va rester prudent parce que ça va tellement vite. On avait fait nos propositions, on ne change pas notre ligne. Non, c'est un choix d'obstination, ce qu'il vient de dire du président de la République, qui prolonge le chaos, en fait, dans lequel il a mis lui-même le pays, particulièrement ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est un choix incompréhensible. Une consultation vendredi après-midi pour rien, où il n'invite pas tout le monde, où il fait ses choix. Oui, il n'y avait pas LFI, il n'y avait pas l'Assemblée nationale qui était convié. Donc une consultation pour rien, où on n'a aucune réponse claire, bien au contraire. Les choses sur lesquelles il y avait eu des avancées, le président de la République prend un malin plaisir, il faut le croire, à tout détricoter. Il s'appuie sur un socle commun fantasmé qui n'existe plus, ça vient d'être dit. Quand on voit ce qui se passe au sein du socle commun, je ne sais plus comment il faut appeler cet attelage, bizarre, eh bien voilà, où chacun reprend sa liberté, courage fuyant. Nous avons été toujours ceux qui avons tendu la main, qui avons fait des propositions, et nous sommes toujours dans cette démarche constructive. Malheureusement, le chaos, et il n'écoute pas ni la voix du Parlement, puisque c'est là, le Parlement est quand même représentatif de ce qui se passe, et les électeurs ont voté, ni la voix des Français. C'est encore plus grave. Max Brisson, sur cette question. Alors, il y a la nomination, il y a deux questions en une. Il y a la renomination de Sébastien Lecornu, la dernière cartouche, on peut l'appeler ça comme ça, du chef de l'État, qui en même temps a fait éclater un peu la guerre des chefs chez les Républicains. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en introduction. Image altérée, le mot est faible. On est dans une crise du politique et un rejet très fort et très inquiétant pour notre démocratie de la chose publique, qui pourtant, c'est vraiment la chose la plus importante dans une démocratie. Alors, le problème avec lequel nous sommes confrontés depuis un an, c'est que le président de la République n'a pas accepté de revenir au pouvoir que lui donne la Constitution depuis la dissolution. C'était sa volonté. Il aurait dû présider, s'occuper des affaires étrangères, où il fait d'ailleurs quelques bêtises, et par ailleurs, bien sûr, être le chef des armées, et laisser le gouvernement gouverner, laisser le Parlement légiférer, c'est-à-dire revenir à la lecture très stricte de la Constitution de la Ve République. Il est en train de bafouer, de malmener les institutions de la Ve République. Et puis, dernière provocation, il a choisi le dernier des macronistes, le plus macroniste de tous les macronistes. Qui était ministre depuis 2017. Le mois de soldat. Moi, je respecte la personne de Sébastien Lecornu, mais incontestablement, aujourd'hui, c'est un Premier ministre très proche du président de la République, ce qui veut dire que le pouvoir n'est pas à Matignon, n'est pas au Parlement, mais il est à l'Élysée, et que l'Élysée est privé de cette légitimité. Donc on est au bord d'une crise de régime, et il faut faire très attention, parce que lorsqu'elle s'enclenche, on ne sait jamais comment elle se termine. Le gouvernement, a priori, devrait être annoncé ce soir, ou plutôt demain matin. Normalement, il y a un Conseil des ministres dès demain. Edwige Diaz, pas de LFI, pas de PS, pas d'UDI, Horizon soutien, mais pas forcément dans le gouvernement. Qui va rester dans ce gouvernement, en fait ? C'est pour ça, en fait. Et quelle légitimité il aura aussi ? Exactement. C'est tout à fait ça. Quelle légitimité aura ce gouvernement qui ne sera pas issu du résultat des urnes ? On nous parle d'un gouvernement technique, mais je veux dire, il faut pas mentir aux Français. Un gouvernement technique, ça n'existe pas. Qui est-ce qu'on va aller rechercher ? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Et je pense que Marie Récal pourra le confirmer. L'ambiance qui règne à l'Assemblée nationale est électrique. Et je ne vois pas des novices en politique. Je ne vois pas des personnes qui ne sont pas habitués au rouage du Parlement
tenir le choc dans cette assemblée qui a quand même légitimement l'impression d'être malmenée, puis surtout méprisée. Donc ça ne durera pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête de faire perdre du temps. Déjà, quand je suis venue sur votre plateau le mois dernier, je disais, suite au départ de M. Bayrou, il faut d'urgence retourner aux urnes, parce que là, en fait, on fait perdre du temps. Emmanuel Macron s'accroche au pouvoir. Pour l'instant, il n'a pas l'intention de le faire, de dissoudre l'Assemblée. Pour l'instant, il donne une dernière chance. Je pense qu'il sera obligé. Je pense qu'il sera obligé parce que très probablement qu'une motion de censure sera votée dans les prochains jours. On va en parler juste après. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il arrête de tordre le bras aux institutions et qu'il d'urgence, redonne la parole au peuple. Sur cette question, Marie Recalde, un gouvernement, mais pourquoi faire en fait? Non, il faut un gouvernement, mais j'allais dire, le casting n'est presque même plus le sujet. Le sujet, c'est vraiment le fond. Quel choix on fait pour les Françaises et les Français? Donc aujourd'hui, c'est vrai, là où je rejoins Edwige Das, c'est qu'à l'Assemblée, on dit souvent que le gouvernement descend dans l'arène. Là, l'arène, c'est l'arène au temps des Romains. Je vous jure, on a des gens qui connaissent parfaitement les institutions. Les parlementaires travaillent, eux. On travaille depuis fin août dans les commissions. On sait de quoi on parle. Et moi, je ne crois pas non plus au gouvernement technique. Ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une phrase. On parle de gouvernement technique. Voilà. Alors, vous allez faire venir des hauts fonctionnaires. Moi, j'en connais qui ont leurs avis politiques, quels qu'ils soient. Dès l'instant que vous faites un choix, qui soit celui que nous demandons de la suspension de la réforme des retraites, que ce soit celui de la taxation des plus hauts patrimoines, quel que soit le choix que vous faites dans un budget, c'est un choix politique. Quel haut fonctionnaire, quel technicien, je sais pas, peut-être préparez-vous pour être ministre de l'audiovisuel. Mais voilà, vous nous le direz, on sera très ravis d'être venus. Mais c'est de la mascarade. Enfin, franchement, c'est de la mascarade. Et ce président de la République qui dit vendredi à ceux qui y étaient, ah non, mais c'est pas moi qui peux prendre la décision, c'est le Premier ministre qui sera nommé, et qui en même temps a tout fait pour toujours ramener tout à lui et prendre la décision. C'est de la mascarade, et malheureusement, c'est affligeant. Et je rejoins Max Brisson quand il dit on ne sait pas où ça peut aller. Pour terminer cette première partie, allez-y. Oui, le problème, c'est que le pays aussi a besoin d'un budget. On est dans un calendrier extrêmement resserré. On est dans la période où, normalement, le Parlement devrait travailler sur le budget. Et donc, moi, je le dis clairement, le pays n'a pas besoin, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, d'une élection, mais d'un budget. Sinon, les banques internationales, et en particulier celles qui tiennent notre dette, vont se déchaîner et nous mettre en très grande difficulté. Donc il faut un gouvernement. Pour ce qui concerne les Républicains, nous avons dit hier, après des débats qui ont été longs et parfois tendus... Entre guillemets, Laurent oui, mais vous savez, il n'y a rien de choquant. Parce que oui, bien sûr, on peut le résumer ainsi. On peut aussi accepter que dans un parti, il y ait des lignes politiques qui s'affrontent. Après, il y a une majorité qui se dessine, et c'est la majorité qui impose sa position, et la majorité, hier au bureau politique, a été très claire. Nous avons décidé de soutenir le gouvernement texte par texte, un peu comme on le fait traditionnellement au Sénat d'ailleurs, où on ne prend pas le texte pour celui qui le porte, mais pour ce qu'il y a au fond. Et ensuite, nous avons décidé très majoritairement de ne pas participer à ce gouvernement, tout simplement parce qu'il n'est pas indépendant de l'Élysée, comme je le disais tout à l'heure. Deuxième partie de ce dimanche en politique consacrée à la crise actuelle que traverse le pays. Max Brisson a commencé à en parler. Et maintenant, le budget. Alors, dans le contexte économique que l'on connaît, sans utilisation, a priori, on va rester prudent, de l'article 49.3 qui permet d'adopter un texte sans vote, on le rappelle, mais qui entraîne aussi une motion de censure. Normalement, Edwige Das, dans la semaine, le projet de loi des finances 2026 doit être présenté en Conseil des ministres d'abord, à l'Assemblée, puis au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée. Le calendrier, c'est lundi 13, il faut qu'il soit adopté avant le 31 décembre. Qu'est-ce que vous attendez de ce budget ? Eh bien, quelles sont vos lignes rouges ? Pas grand-chose, parce que je veux dire, ça sera forcément un budget macroniste, puisque M. Lecornu est le plus macroniste des macronistes, donc on ne s'attend pas à des merveilles. Je voulais vous dire que sur la décision de ne pas appliquer le 49.3, M. Lecornu, là aussi, prend les Français pour des imbéciles, parce qu'en fait, puisque là, il dépose le texte de finances le plus tard possible, ça veut dire en fait qu'il contraint les débats parlementaires budgétaires, et donc en fait, il ne passera peut-être pas par 49.3, mais il utilisera un autre article de la Constitution. Vous voyez, on va tous devenir des constitutionnalistes.
journalistes, c'est l'article 47.1 de la Constitution qui, en fait, dit que s'il n'y a pas eu de vote à l'issue de la période réglementaire, eh bien, le budget passe tel quel. Donc, en fait, c'est un 49.3 déguisé. Et exactement, c'est ce que je veux vous dire. Donc, moi, je m'attends pas à grand-chose. Je veux juste dire que toutes ces dernières années, les macronistes nous ont présenté des budgets qui frisaient l'insincérité, avec une surévaluation de la croissance, avec une sous-estimation des déficits, avec des lignes budgétaires, des politiques publiques qui n'étaient pas plébiscitées par les Français. Et donc moi, si vous voulez, un budget qui alourdit la fiscalité, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises, qui donne davantage d'argent à l'Union européenne et qui ne cesse d'alimenter des associations immigrationnistes. L'année dernière, par exemple, c'était 1 milliard d'euros pour les associations immigrationnistes. Eh bien, écoutez, nous n'en voulons pas au Rassemblement national, nous n'en voulions pas hier, nous n'en voudrons pas demain. Marie Recalde, vos lignes rouges sur le budget, ce sont les retraites? Pas seulement, vous les connaissez, nos lignes rouges, et nous les avons annoncées depuis un moment déjà. Le Parti socialiste demande à minima la suspension de la réforme des retraites. Alors, moi, je tiens à dire aussi que le Parti socialiste est le seul parti à avoir fait des propositions dès cet été, budgétaires, fondées, chiffrées, avec des dépenses et des recettes. Et c'est vraiment ça, parce qu'on a manqué de recettes sur les budgets précédents. Et effectivement, on n'avait pas des budgets toujours qui sont à la limite de la sincérité. Donc, nous avons fait des propositions. Évidemment, nous avons dit que nous ne dérogerions pas sur la question de la suspension des retraites et nous avons avancé un certain nombre de moyens pour y parvenir. La suspension de la réforme des retraites, la taxation des hauts patrimoines, parce qu'il n'est pas normal dans ce pays que tout le monde ne participe pas à due proportion de ce qu'il gagne. Et une réforme de la fiscalité. Les Français attendent de la justice fiscale. C'est pas normal que le boulanger, mon boulanger, soit plus taxé qu'une grande entreprise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la plupart des Français qui travaillent payent plus d'impôts que ceux qui vivent de leurs recettes. Sur la question du budget. C'est pas les seuls sujets. Non, il y a aussi l'amélioration du pouvoir d'achat. Il y en a beaucoup de sujets sur ce fameux budget 2026. Marie Brisson, sur ce budget, vous le voterez sous condition? Texte par texte? D'abord, je voudrais dire qu'au Sénat, nous allons travailler le budget et le voter depuis 2 ans. Après l'Assemblée, une fois. Depuis 2 ans, puis le Sénat et après l'Assemblée. Je vais m'expliquer. Depuis 2 ans, le seul endroit où le débat budgétaire va jusqu'au bout et où est voté un budget, c'est le Sénat. Ce qui n'est plus possible à l'Assemblée nationale, ce qui pose un vrai problème démocratique. Donc au Sénat, excusez-moi, mais nous avons d'abord souligné depuis 2 ans l'insincérité des budgets de l'équipe gouvernementale. Insincérité. Avant 2022, nous avons déjà souligné l'insincérité. Ça veut dire qu'ils sont pas fiables. Je vais m'expliquer. Nous avons dit à Monsieur le maire, il y a 2 ans, qu'il était en train de mener le pays vers la catastrophe, dans la mesure où il n'avait pas pratiqué les annulations de crédit. Il n'avait pas mis en place le collectif budgétaire. Et ça, c'est le Sénat qui l'a mis en place. C'est le rapporteur général du budget, Jean-François Husson, à Bercy, et qui a clairement indiqué que le pays allait droit dans le mur. Donc, excusez-moi, en matière de sincérité budgétaire, de trajectoire budgétaire, le Sénat est le lieu de la rigueur, le lieu du sérieux face, en effet, à un ministre Le Maire. Et c'est une raison pour laquelle nous avons été très surpris de l'éventuel retour de Monsieur Le Maire, par lequel le ministre Le Maire a une très, très lourde responsabilité. Il a conduit le pays. Alors, il peut nous dire aujourd'hui, j'ai alerté. Mais s'il avait alerté le président de la République et le Premier ministre et qu'il n'ait pas été entendu, il devait démissionner. Donc il y a là une faute lourde et c'est la raison pour laquelle nous avons réagi extrêmement durement à la nomination de Monsieur le maire. Alors oui, aujourd'hui, moi je souhaite un gouvernement et je souhaite un budget. De notre point de vue, ce budget doit être un budget très sérieux en matière de trajectoire des finances. Nous devons essayer de réduire notre déficit, de commencer à réduire notre dette et d'avoir une politique budgétaire marquée par le sérieux, parce que nous avons beaucoup de milieux financiers internationaux qui détiennent notre dette et qui nous regardent. Concernant la fiscalité... C'est une des rares grandes puissances à avoir sa dette détenue autant à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Ce qui n'est pas le cas. L'Italie est plus endettée que nous, mais la dette est moins détenue par les avoirs étrangers. Il y a donc de grandes banques internationales, y compris chinoises, qui nous regardent de manière extrêmement inquiète. Et donc nous devons envoyer des signaux très forts de réduction de la trajectoire folle qui est de la responsabilité du président de la République et de Bruno Le Maire. Pour le reste, il y a certainement des efforts à faire en matière de fiscalité. Je l'entends. Je n'ai certainement pas les mêmes recettes que Marie Recalde. Je pense que le pays est très largement fiscalisé et qu'il faut faire
attention à la frénésie fiscale. Par contre, quand on cherche à lutter contre des suroptimisations fiscales qui sont absolument inacceptables, des effets d'aubaine qu'il faut corriger, mais bien entendu, nous devons veiller à plus de justice fiscale, mais ça ne donne pas de frénésie fiscale. Sur les retraites, nous en reparlerons certainement. J'ai un point de divergence avec mes deux collègues, mais c'est tout le sel d'une émission comme la vôtre. On aura une occasion d'en reparler des retraites. Juste, Edwige Diaz, sur cette question, la semaine prochaine, LFI, la France Insoumise et le Rassemblement National ont déjà annoncé que vous déposerez une motion de censure. Ce sera probable, peut-être suivi des faits. Vous êtes prêt, en responsabilité, à censurer encore ce gouvernement, à le faire tomber ? Oui, absolument. Et de toute façon, nous sommes rejoints dans cette initiative par une immense majorité des Français. Le gouvernement tiendra ou pas en fonction de la décision des socialistes. Nous espérons, oui, qu'ils censureront ce gouvernement parce que, de toute façon, ça va être très difficile pour eux, après, de se représenter devant leurs électeurs et dire qu'ils ont été les sauveteurs d'Emmanuel Macron. Donc oui, ce gouvernement peut tomber. Non, on a été clair, nous, on a été clairs. Et depuis longtemps, encore une fois, je le redis parce que c'est important. Nous, on est clair, on a dit, nous avons fait part au Premier ministre des sujets qui, pour nous, sont des incontournables. Si ces sujets-là, s'il n'y a pas d'annonce faite dans le discours de politique générale qui devrait avoir lieu mardi, nous censurerons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons sortir le pays, nous voulons réduire le déficit. Encore une fois, nous avons des propositions concrètes, financées. Mais si on ne peut pas avancer là-dessus, nous censurerons. Et nous déposerons une motion de censure. Juste rapidement, pour terminer sur cette partie, avant qu'on passe à la troisième. Oui, j'ai deux choses rapides à dire. Monsieur le sénateur disait qu'il fallait du sérieux dans les discussions budgétaires, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais juste dire que, en fait, les macronistes ont fait preuve de leur absence de sérieux en matière budgétaire, sinon la France n'aurait pas une dette aussi abyssale qu'elle est actuellement. Je voudrais juste dire que sur la question de la fiscalité confiscatoire, l'année dernière au Parlement, les députés du Nouveau Front Populaire n'ont fait que vouloir créer de nouvelles taxes. Et heureusement qu'il y avait le Rassemblement National qui était là pour s'y opposer. Je pense notamment à la fiscalité sur les viticulteurs que les socialistes ont voulu imposer. Et malheureusement, on n'a pas pu compter sur les Républicains à ce moment-là, qui sont... Non, mais juste attendez que les gens sachent. En fait, les députés républicains étaient littéralement absents des débats budgétaires. Regardez, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Les députés, les Républicains, ont participé à 14% des votes. Donc c'est vrai que malheureusement, on peut avoir la crainte d'avoir un budget qui ne soit pas sérieux, de par les propositions du bloc central, de par la volonté, l'obsession de fiscalité du NFP et de par l'absence des députés du bloc central. Est-ce que le tunnel de Mme Diaz est terminé ? Non, mais c'est important que les gens sachent que vous n'allez pas cacher la réalité de votre programme économique, qui est largement un programme de gauche. Mais non, c'est pas vrai. Nous prenons le travail. Je peux répondre. Madame, est-ce que je peux répondre ? Est-ce que vous avez la patience de m'écouter ? Moi, je constate une chose. Vous avez cherché à m'attaquer, donc je vais vous répondre. Vous m'avez attaqué. Non, mais c'est pas une attaque. 14% de participation, c'est... Bon, donc je ne peux pas parler. Vous avez décidé de monopoliser la parole. Votre sens démocratique était... Calmez-vous. Non, mais vous... Allez-y, monsieur Brisson. Excusez-moi, c'est vous qui m'interrompez. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pas comme ça. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, m'écouter ? Vous voulez de m'attaquer sur la fiscalité ? Franchement. Que votre programme soit un programme de gauche, que vous préférez l'assistanat à la valorisation du travail, que dans votre programme, il y ait une sorte de frénésie fiscale, c'est une évidence, et vous n'arrivez pas à le cacher. Et lorsque... Allez-y, monsieur Brisson, je voudrais qu'on parle des Français juste après. Oui, mais excusez-moi, est-ce que j'ai le droit de répondre ? Allez-y. Il ne me semble pas que je sois celui qui ait parlé le plus depuis le début de l'émission. Tout le monde parle à la même durée. Allez-y. Moi, je voudrais dire très simplement et clairement que ce qui me sépare aujourd'hui du Rassemblement National, au-delà de l'histoire, mais ce n'est que de l'histoire, c'est clairement le programme économique. Il n'est pas du côté des entreprises, il n'est pas du côté du travail, il n'est pas du côté de la valorisation du travail, il est au contraire du côté de l'assistanat et du côté de la frénésie fiscale. Alors recevoir des leçons par Mme Diaz de la position des Républicains sur la fiscalité, alors que nous travaillons avec sérieux sur les trajectoires budgétaires. Nous avons dénoncé les gouvernements Macron d'avant la dissolution pour leurs grandes erreurs en matière fiscale. Le quoi qu'il en coûte, au-delà de la Covid, nous a coûté très cher. Excusez-moi, le sérieux en matière fiscale, le sérieux en matière économique, et les chefs d'entreprise le reconnaissent largement, il est du côté des Républicains et certainement pas du côté du Rassemblement National, ni même du Parti Socialiste. On va passer, si vous voulez bien, à la troisième et dernière partie de cette émission, parce qu'on va parler des Français, des Aquitains
et les électeurs et les Français dans tout ça. Je le disais en titre, je vais commencer avec vous. Ils sont consternés, dépités, en colère de voir ce chaos politique. Est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vous allez à leur rencontre la semaine, le week-end, etc. Je dois dire que vous êtes député de Gironde. Je dois dire que les Français qui nous regardent aujourd'hui, ce midi, doivent se dire effectivement qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, ce qui m'importe, c'est dans ce moment de gravité pour le pays, de rester calme et d'être à l'écoute des Français, d'avoir des propositions concrètes. Vous jetez à la figure des anathèmes sur vous êtes gauchiste, vous êtes... bon, bref, tout ce que l'on vient d'entendre. Ce qui compte, c'est travailler au service des Français. Moi, hier matin, tous les samedis, je suis sur les marchés. J'étais encore hier matin à la rencontre des Français. Ils sont en colère, bien sûr, mais ils sont aussi désespérés et ils sont anxieux. Et cette anxiété, nous n'avons pas le droit, parce que ça rejaillit sur l'ensemble de notre économie. Les chefs d'entreprise que je connais bien dans cette circonscription de Mérignac et dans cette 6e circonscription où ils sont très nombreux et de toute taille, pas que des grands groupes. Il faut aussi penser aux petits chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, les petits chefs d'entreprise sont extrêmement inquiets. Et quand ils ont vu la mascarade du MEDEF vouloir faire une manifestation le 13 octobre, qu'ils ont annulé, fort heureusement, puisqu'ils n'ont pas été suivis ni par la CGPME, ni par l'UDP, ni par ceux qui font le quotidien. C'est 95% des entreprises, des petites PME. On va poser la... Donc, les Français sont inquiets et nous avons, nous, le devoir de restaurer la politique, de restaurer la confiance et de leur montrer qu'un chemin est possible. De dire la vérité aussi. Et il faut dire la vérité. On va poser la question à tous les deux, Madame Diaz, Madame Brisson, pour terminer cette émission. C'est la même question. Qu'est-ce qu'on dit aux Français? À part voter pour nous, évidemment. Mais non, mais je leur dis qu'il ne faut pas qu'ils se résignent. La situation qu'ils subissent actuellement n'est pas le résultat d'une fatalité, elle est le résultat d'un barrage anti-républicain qui a eu lieu l'année dernière. Vous regardez dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un désistement, enfin, sur une circonscription sur 2, il y a eu un désistement. Pourquoi? Pour empêcher le Rassemblement national, Jordan Bardella, d'arriver à Matignon. Mais ils pouvaient voter pour vous au deuxième tour, malgré ce barrage, les électeurs, non? Oui, mais on leur a raconté tellement n'importe quoi. Regardez, monsieur le sénateur, qui dit que le RN n'est pas du côté des entreprises. Je pense que tous les chefs d'entreprise aujourd'hui savent que nous sommes les seuls à les défendre. Regardez, demain, il y aura une séance plénière au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Les socialistes veulent rajouter une taxe, le versement mobilité régionale rurale. Eh bien, évidemment, le Rassemblement national s'opposera à cette surtaxe, comme le Rassemblement national a rejeté la volonté du président du Conseil départemental de la Gironde, monsieur Glaise, d'alourdir des frais de notaire. Donc, vous voyez, la fiscalité confiscatoire, elle n'est pas du côté du Rassemblement national. Oui, mais je pense que nous sommes les seuls à parler vrai, en fait. Voilà, je pense que nous sommes les seuls à parler vrai. Et je le dis aux Français, s'ils nous font confiance, nous ne les décevrons pas, parce que nous ne sommes pas pareils que les autres, parce que nous savons qu'il est absolument nécessaire de redonner la confiance. Et je pense que les Français nous entendent. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement national est le parti politique préféré des Français. Peut-être une dissolution d'ici la fin de l'année. Ça, on en reparlera dans les prochains épisodes. Max Brisson, on va terminer avec vous. Comment restaurer la confiance des Français? Parce que c'est un grand mot, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La chose publique, l'engagement public est en danger. Moi qui suis engagé dans la vie publique depuis les années 90, on rappelle, vous êtes sénateur. Je suis sénateur et je souffre en effet aujourd'hui de voir cette fracture. Et j'ai presque envie de présenter mes excuses aux Français qui nous regardent ce matin. Quel triste spectacle, pardon. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que quand je rencontre des maires, quand je rencontre des chefs d'entreprise, quand je rencontre des acteurs économiques, quand je rencontre des salariés, ils me disent le plus souvent, entendez-vous et donnez un budget à la France. On ne peut pas partir dans tant d'incertitudes, dans tant d'inquiétudes. Donc moi, je pense que le pays n'a pas besoin aujourd'hui ni de censure, ni d'élection. Il a besoin qu'on se mette au travail pour lui donner un budget et quelques règles claires. Les chefs d'entreprise ont besoin de savoir où ils vont. Ceux qui investissent dans ce pays, ils ont arrêté de le faire. Ils ont besoin de savoir quel sera le cadre dans lequel ils vont pouvoir se mouvoir demain. Les maires qui font de l'investissement public, qui est essentiel, ont besoin de savoir quel sera le cadre. Donc je pense qu'il est nécessaire, dans les semaines qui viennent, non pas de censurer pour faire tomber le gouvernement dans je ne sais quel acte jouissif, mais simplement d'essayer de s'entendre pour donner un budget à la France. C'est pas que j'ai peur des élections. Les élections législatives ne nous sont pas si défavorables que cela, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le pays a besoin de tout, sauf d'une censure,
sauf d'élections, mais il a au contraire besoin que députés et sénateurs travaillent pour donner un cadre clair, pour que l'économie reprenne et pour que les chefs d'entreprise, pour que les salariés et pour que les élus de ce territoire ne soient plus dans l'inquiétude. Marie Récale, 30 secondes pour terminer à peine l'image de la France à l'international. La France est devenue le mauvais élève de l'Europe. La question est vaste, il vous reste 30 secondes, je sais, mais est-ce qu'en tant que responsable politique, ça vous pèse ça? Bien sûr, c'est affligeant. Nous sommes la risée de l'Europe. La presse étrangère européenne se moque de nous. A raison d'ailleurs, nous donnons un spectacle pitoyable. Et pourtant, l'équilibre de l'Europe, c'est aussi l'équilibre de la France. Ou l'équilibre de la France, c'est aussi l'équilibre de l'Europe. Le Premier ministre belge l'a dit encore ces jours-ci. Nous avons une grande responsabilité, à la fois européenne et internationale, surtout dans un moment où le monde et les crises internationales se multiplient. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur ce plateau. Marie Récale, députée socialiste de Gironde, David Diaz, député Rassemblement national de Gironde également et vice-présidente du parti, Max Brisson, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Ce soir, l'invité politique du journal sera Maïder Arostegui.